D'accord. Je vais quand même partager l'écran. Vous voyez ça? Oui, monsieur. Voilà, prenons une entreprise qui fait un don de 10 millions pendant la période de Covid et que pour la même période, elle réalise un chiffre d'affaires de 300 millions. Ça veut dire qu'en 2019, il peut faire un don à l'État pour Covid de 10 millions. En fin d'exercice, on a su que l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé s'élève à 30 millions. Comment elle va déduire le don? Pour qu'elle déduise les 10 millions, il faut calculer le plafond qui est là. Au Gabon, les entreprises ne peuvent pas déduire les dons au-delà du plafond fixé par la loi. Et le plafond, c'est 1 pour 1000 du chiffre d'affaires. Ça veut dire que vous prenez 1 fois le chiffre d'affaires au tout divisé par 1000. Vous voyez ce calcul que j'ai sélectionné? Quand le chiffre d'affaires est de 300 millions fois 1 fois 300 millions, le tout divisé par 1000, on trouve 300 000, ce que j'ai sélectionné. Voilà, vous comparez les 300 000 là avec les 1 million. Normalement, en fonction de ce chiffre d'affaires de 30 millions, elle ne peut faire qu'un don de 300 000. Elle ne peut pas faire au-delà. Mais comme elle a dépassé, on va chercher à prendre la différence pour imposer, qu'on appelle les réintégrations. Lorsque la charge réellement effectuée est supérieure au plafond fixé par la loi, on fait une réintégration de la différence. La réintégration consiste à prendre le don réellement effectué, qui est de 10 millions, moins le plafond autorisé par la loi à ne pas dépasser 300 000. Donc, il va rester 9 700 000 qui va subir l'impôt. Ça veut dire qu'ici, l'entreprise a excédé de 9 700 000. En fonction de son chiffre d'affaires, elle ne peut que faire un don de 300 000 et non un don de 10 millions. Donc, comment ça se passe? Une fois qu'on trouve les 9 700 000, on va chercher à calculer, à récupérer l'impôt dessus. Et l'impôt ici, c'est l'IS. Donc, on va prendre IS est égal au montant de réintégration, 9 700 000 fois 30% qui est le taux de l'IS. Voilà, les pénalités, c'est 50%. Les pénalités sont calculées sur l'impôt dû. Il fallait d'abord calculer l'impôt d'abord avant de calculer les pénalités. Donc, les pénalités seront 2 910 000 divisé par 2 parce qu'on prend 50%. Alors, faites les calculs. Ce sont les deux montants là qu'elle va payer. L'entreprise va payer à l'État du fait qu'elle a dépassé le plafond autorisé pour faire les dons. Monsieur, le plafond autorisé est de combien? 1 pour 1000 du chiffre d'affaires. Regardez ce que j'ai mis en rouge. D'accord. Je vais quand même écrire d'abord plafond, je mets la formule, plafond don 1 multiplié par chiffre d'affaires, le tout, je vais mettre entre parenthèses, le tout divisé par 1000. Ça ne doit pas dépasser ça. Et quand on fait le calcul, ça donne 300 000 alors qu'elle a fait un don de 10 millions. Donc, en fonction de ce chiffre d'affaires, elle ne peut que faire un don de 300 000 et non 10 millions. Comme elle a déjà fait les dons de 10 millions, on va retirer les 300 000 qui sont autorisés. La différence va être imposée à l'IS. C'est bon? Oui, monsieur. Monsieur, est-ce qu'on peut se retrouver dans un cas où le plafond est supérieur au don? Oui, c'est possible aussi. Là, il n'y a pas de problème. Supposons que l'entreprise fait un don de 100 000 alors que le chiffre d'affaires a le plafond de 300 000. Là, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas dépassé le plafond. Lorsque la charge est inférieure au plafond, il n'y a pas de problème. L'entreprise a respecté la loi fiscale. Mais lorsque la charge dépasse le plafond, c'est là qu'il y a problème. Donc, on va réintégrer la différence et imposer à l'IS. C'est bon? Oui, monsieur. OK.
Donc, après les dons, vous voyez le cours s'afficher. Est-ce que le cours s'affiche chez vous ou bien c'est toujours l'exercice que j'ai fait? C'est toujours les formules. Donc, je vais changer le partage de l'écran. On revient sur le cours. C'est bon? Oui, monsieur. OK. On va passer aux primes d'assurance. L'assurance est obligatoire en entreprise parce que soit que pour vos véhicules, les véhicules de l'entreprise, que ce soit pour le cas d'incendie, de vol ou bien d'accident quelconque, la loi exige que les entreprises souscrivent à une assurance chaque année. On appelle ça assurance responsabilité civile, bien IRD, incendie, accident et risques divers. Donc, cette assurance, quel que soit le montant, elle est déductible. Mais sauf l'assurance, pour qu'elle soit déductible, il fallait qu'elle soit contractée au profit de l'entreprise. Vous n'allez pas assurer votre maison, alors que normalement, vous devez assurer l'entreprise. Si ça arrive que l'assurance souscrite par l'entreprise n'est pas faite dans le cas de protéger l'entreprise, soit de protéger le bien d'un tiers, cette charge n'est pas déductible. La charge liée à l'assurance n'est pas déductible. Je prends un exemple, vous avez votre voiture personnelle en tant que DG. Au lieu que vous assurez votre voiture, vous essayez d'aller assurer, au lieu que vous assurez la voiture de fonction, vous prenez dans la caisse de l'entreprise, vous assurez votre propre voiture. Dans ce cas, l'assurance n'est pas considérée comme charge déductible. Il fallait que l'assurance contractée soit au profit de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, là, ils font la caisse aussi. Alors, sinon, ce n'est pas déductible. Il y a aussi, on approfondit un peu. Prenons le cas de l'assurance vie. C'est que il peut y arriver que le chef de l'entreprise souscrit une assurance vie, alors que l'assurance vie n'est pas contractée au profit de l'entreprise. L'assurance vie est contractée au profit des personnes physiques. L'entreprise n'est pas une personne physique. Donc, toute assurance vie contractée par l'entreprise ne sera pas considérée comme charge déductible. Ouais, blanc. Non, c'est moi là, il va vous rejoindre d'un moment à l'autre. C'est moi à côté. Là, à la suite du prof. Oui. Dis-leur de revenir avec le même numéro de la réunion. Voilà, je reviens sur l'assurance. L'assurance contractée pour l'incendie, pour l'accident, va protéger les tiers contre les accidents des véhicules de l'entreprise ou bien en cas de vol. Voilà. Donc, tous ces types de polices d'assurance sont considérés comme étant charge déductible. Mais lorsque vous souscrivez une assurance pour protéger un autre bien que le bien de l'entreprise, ce montant n'est pas déductible. Il n'y a pas de plafond, mais sauf que le bénéficiaire doit être l'entreprise. Des questions sur l'assurance? Non, monsieur. D'accord. Monsieur, moi, je n'ai pas bien saisi l'assurance. Vous n'avez pas bien saisi l'assurance. Oui, monsieur. Mais l'assurance est obligatoire lorsque vous avez fait votre projet là. Hier, dans les tableaux, vous avez vu l'assurance, non? L'assurance est obligatoire lorsqu'on met une activité professionnelle ou autre en entreprise. Vous avez l'obligation de souscrire à l'assurance chaque année. L'assurance incendie, par exemple, si ça arrive qu'il y a un cas d'incendie, l'assurance contre le risque de vol, voilà, etc. Soit si vous avez des véhicules appartenant à l'entreprise, vous les protégez. Dans ce cas, seules ces assurances-là, ces polices d'assurance sont déductibles. Mais si ça arrive que vous prenez l'argent de l'entreprise, vous souscrivez une police d'assurance pour le véhicule du DG alors que ce n'est pas un véhicule d'entreprise. Ce n'est pas déductible. Le DG doit assurer son véhicule lui-même.
c'est pas à l'entreprise d'assurer le véhicule d'un tiers. Les frais d'assurance supportés pour le compte de l'entreprise pour ses propres biens sont considérés comme des charges. Mais lorsque la souscription est faite au profit d'un tiers qui n'a aucun lien avec l'entreprise, elle n'est pas déductible. Et surtout, pas lien seulement que ça doit participer à l'activité de l'entreprise. Si c'est une voiture de fonction, oui, le DG n'a pas à prendre son argent pour souscrire à l'assurance, c'est l'entreprise qui devrait assurer. Si ce n'est pas une voiture de fonction, c'est une voiture personnelle, lui-même, il souscrit à son assurance. Est-ce que c'est clair? Magdala. Allô? Quoi, apparemment, un problème de connexion le matin. Allô? Oui, monsieur. On peut avancer. Monsieur, il n'est pas là. Oui, je vois qu'elle s'est déconnectée brusquement. On peut passer à un autre point. Oui, monsieur. Les impôts et taxes et les amendes. Voilà. En entreprise, il y a des impôts qui sont considérés comme des charges et ils sont déductibles. Au titre des impôts qui sont considérés comme des charges déductibles, nous avons la patente, ces impôts-là. Là. Donc, les impôts au titre de la patente sont déductibles, mais les autres impôts ne sont pas considérés comme des charges déductibles. Ces impôts-là que je vais sélectionner. La patente, c'est un impôt de la classe 6, c'est déductible. La licence aussi, la même chose. La contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont des impôts sur les propriétés de l'entreprise. Lorsque l'entreprise a un bâtiment, voilà, elle doit payer chaque année à l'État un impôt qu'on appelle la contribution foncière des propriétés bâties. Tout propriétaire de biens immobiliers doit payer ça à l'État. Plus tard, le 31 mars de chaque année, 25% du montant de la valeur locative. Voilà. Si vous avez, par exemple, je prends le cas de l'impôt, l'autre, qui est là, contribution foncière des propriétés non bâties. Voilà. Cet impôt est prélevé uniquement dans le cas, l'impôt que j'ai sélectionné, contribution foncière des propriétés non bâties. C'est le cas des entreprises qui ont des exploitations. C'est le cas, par exemple, de l'âme avec sa plantation de VA, SUCAF avec sa plantation de canne à sucre. Voilà, on va mesurer tout simplement la superficie pour voir combien ça représente en termes d'hectares. Si c'est canne à sucre, 1 hectare, c'est 250 francs l'impôt. Si vous avez 2000 hectares, on va prendre 2000 fois 250. Les VA, je pense que les VA, c'est 500. Donc, si vous avez 5000 hectares de VA, on va prendre 500 fois 5. Alors, lorsque vous avez des propriétés non bâties qui sont des terrains ou des plantations, ces entreprises ont l'obligation de verser cet impôt-là. Ces impôts-là sont des charges déductibles. Mais par contre, cet impôt-là, l'IS et l'IAPP, ne sont pas des impôts déductibles. Et toutes les amendes, qu'elles soient fiscales, pénales et autres, supposons que vous avez un chauffeur qui a été verbalisé pour, je sais pas, pour non-respect du feu. Alors, on lui verbalise avec une amende de 24 000. Les 24 000 ne seront pas considérés en entreprise comme étant des charges parce que ce n'est pas le chauffeur qui va payer ses frais, hein, c'est l'entreprise qui va payer. Ces amendes-là ne sont pas déductibles pour la simple raison parce que elles viennent tout simplement sanctionner le non-respect de la loi. Par la loi et que vous êtes sanctionné d'une manière pécuniaire, c'est que vous réparez votre acte par l'argent. En entreprise, les dépenses qui sont engagées pour le cas des pénalités, des amendes et autres ne sont pas des charges déductibles, quel que soit le montant. Supposons qu'il y a un contrôle fiscal, on vous donne une pénalité de 100 millions à payer. Vous payez les 100 millions, mais ce n'est pas une charge. Vous allez comptabiliser en charge parce que les pénalités sont des charges, mais elles ne seront jamais déductibles. Des questions avant qu'on passe aux commissions? OK. On va y aller. Les commissions. Généralement, ces commissions, ce sont des frais
que les entreprises versent à des courtiers avec des intermédiaires commerciaux. Je prends l'exemple de Sobraga. Pour acheter ces maïs, chaque mois, bien chaque année, Sobraga n'envoie pas un employé aller acheter, non. Il y a un intermédiaire qui est sur place. Supposons que Sobraga achète en Espagne. Donc, au niveau d'Espagne, il y a un courtier qui achète pour le compte, pardon, de Sobraga, des maïs. Et lorsque ce courtier-là achète pour le compte de Sobraga, il ne le fait pas gratuitement. Parce que vous l'achetez, vous mettez dans le bateau, il faut que ça arrive. C'est votre activité, vous faites l'activité de courtage, d'intermédiaire commercial. Vous êtes rémunéré par rapport à des commissions qu'on vous verse. Voilà, si ça arrive que Sobraga achète à l'extérieur et qu'elle verse des commissions pour ses achats à des courtiers à l'extérieur, les commissions versées dans le cadre des achats de ces matières premières ne sont pas déductibles si elles dépassent 5% du montant des achats. Ça veut dire quoi? Je reviens sur l'exercice tout à l'heure. On va changer la capture de le partage de l'écran. On revient là. On prend un exemple. Supposons que pour l'achat de maïs, Sobraga verse 5 millions de commissions. Vous voyez ce que j'ai sélectionné? Monsieur. Voilà. Alors que les 5 millions de commissions sont versées pour un achat de maïs de 20 millions. Maintenant, avant de déduire les 5 millions qui sont des charges, il faut faire ce calcul parce que les commissions sont des charges plafonnées. Les commissions ne doivent pas dépasser 5% du montant des achats. Toute commission versée à l'étranger lors d'un achat, que ce soit que vous êtes ici commerçant, vous achetez à Dubaï par exemple, il y a un intermédiaire qui est là qui achète pour vous. Voilà. Tout ce que vous lui versez ne doit pas dépasser 5% du montant global des achats effectués. Donc, on fait le calcul. Sobraga a acheté pour 20 millions. 5% de 20 millions, c'est 1 million. Voilà. Ça, c'est le montant à ne pas dépasser pour verser au courtier. Mais on voit bien que Sobraga a versé 5 millions pour un achat de 20 millions. Donc, ici, Sobraga a dépassé le montant de 4 millions. Il y a un excédent imposable. La loi l'autorise à verser que 1 million et non 4. Vous voyez ce que j'ai mis en rouge? Excédent imposable. Oui, le montant de la commission moins les 1 million qui sont le plafond. Les 4 millions vont subir l'impôt avec des pénalités de 50%. Alors, lorsque vous dépassez une charge, surtout les charges plafonnées, on vous réintègre la différence, on ramène la différence pour être imposé. Ou bien on rappelle la différence pour subir l'impôt. Des questions pour les commissions au courtage. Bon, ce sont des choses que vous devez retenir, d'accord? Les cas des dons, retenez ceci, par exemple, ce que j'ai sélectionné, que les dons, le plafond, c'est 1 pour 1000 du chiffre d'affaires, à ne pas dépasser. Les commissions, le plafond, c'est 5% du montant des achats, à ne pas dépasser. Toutes les charges ne sont pas des charges plafonnées. C'est pour cela qu'à chaque charge plafonnée, je fais un exemple. Monsieur, s'il vous plaît. Ok. Bonjour, monsieur. Je viens de rentrer dans la réunion et je voudrais que vous reveniez sur les différents exemples pour que je puisse faire des captures d'écran, s'il vous plaît, pour les revoir après. Je reviens sur Les différents exemples que vous avez eu à prendre, les calculs, pour faire des captures d'écran. je vous ramène ça. Oui. Voilà. Mais sauf qu'ils n'ont pas les mêmes tailles. Je vais augmenter d'abord avant que vous fassiez la capture. Hein? Oui, monsieur. Tout ce qui est petit. Bon, en fait, c'est d'abord la capture de l'écran de là. Non, attendez. Faites d'abord là et après on va passer à l'autre. Oui, monsieur, là, c'est bon. D'accord. Allez-y. C'est bon? La dernière, c'est je pouvais prendre ça pour la suite.
Ok, merci, monsieur. Ok, citoyen, on va avancer. Le cours s'affiche chez vous. Si ça ne s'affiche pas, vous me faites signe. C'est bon, monsieur. Ok, on va passer maintenant aux frais de voyage pour congé payé des salariés ou des associés. Ici, c'est que, comme le congé est institué par la loi, tout travailleur a droit à un mois de congé par an. Voilà, mais la particularité est faite pour les... Monsieur, on ne saisit pas. Ça ne passe pas. Monsieur, c'est bon, on vous écoute. Ok, d'accord, je reviens sur le point 8. Les frais de voyage pour congé payé. Ici, lorsque une entreprise emploie des expatriés, elle a l'obligation de leur payer leurs frais de voyage pendant leur mois de congé. Le congé obligatoire, c'est institué par la loi. Que vous soyez gabonais ou étranger, vous devez bénéficier d'un mois de congé par an. Voilà. La particularité ici, c'est pour les employés expatriés. Ceux-là doivent bénéficier du frais de voyage aller-retour du lieu de travail au pays d'origine, mais au tarif normal. Tarif normal veut dire qu'il faut prendre la classe et que vous n'allez pas prendre la classe à faire pour quelqu'un qui part en vacances. Voilà. S'il veut la classe à faire, il complète. Mais dans tous les cas, les frais de voyage ne doivent pas être exagérés. Exagérés dans le sens où les prix des billets d'avion sont des prix qui évoluent difficilement en hausse, soit par le double et autres. Si la personne a voyagé, par exemple, au mois d'août, si vous avez comptabilisé pour le voyage 10 millions, alors qu'il n'y a seulement que 2 personnes qui voyagent, les agents des impôts peuvent demander à une agence de voyage de leur sortir un billet d'avion, soit pour Royal Air Maroc, pendant le mois d'août 2019, pour voir exactement quel est le prix du billet à leur retour au tarif normal. Ça veut dire qu'en classe éco. Si ça arrive que vous avez exagéré les montants, on vous refuse la déduction. Alors, ici, c'est le mensonge qui est réprimé. Vous supportez les charges du frais de voyage de vos employés expatriés, mais sans pouvoir tricher. Mais si ça arrive que vous le faites, l'administration a ce pouvoir d'aller demander aux agents de voyage de ressortir la chronologie des billets d'avion de tous les mois d'août, du mois d'août, pardon. Et si ça arrive que la fraude est avérée, on vous refuse la déduction. Supposons que vous avez comptabilisé 10 millions. On va prendre les 10 millions, on prélève l'impôt dessus. Pour acte anormal de gestion. Donc, pour les frais de voyage, il n'y a pas de limitation, mais sauf c'est le mensonge qui est interdit. Des questions avant qu'on passe au point 9. Monsieur, il est déductible ou bien orienté? Déductible par nature. Mais elle peut devenir non déductible si vous exagérez le montant. D'accord? Si c'est 2 personnes que vous avez payé billet d'avion aller-retour 2 millions, c'est raisonnable. Parce que même à Air France, aller-retour, parfois ça tourne autour de 590 000, 600 000, bon, dans des périodes qui ne sont pas des périodes hautes. Mais vous dites que si vous payez un billet d'avion Libreville-Rabat, Rabat-Libreville à 5 millions l'aller-retour, est-ce que vous pouvez justifier ça? Non. Voilà. Ici, c'est le mensonge qui est réprimé. Et que lorsqu'on estime, l'administration estime que vous avez menti, on vous refuse que vous déduisez la charge qui est liée au voyage. Et lorsqu'on vous refuse, le montant que vous avez comptabilisé devient un élément de l'impôt. Ça devient imposable. Oui? Allô? Quelle question?
On peut avancer. Oui, monsieur. On va passer aux redevances pour brevets, pour l'utilisation des brevets, tout ce qui est comme marque, etc., les licences et modèles d'essence. Vous savez que l'exploitation d'entreprise peut y arriver que vous souscrivez à des licences d'autres entreprises. La licence la plus simple, prenons le cas de Sage Pay, bien Sage Comptabilité, ou bien même de l'antivirus Kaspersky. Vous achetez la licence Kaspersky pour 1 an. Après 1 an, on vous désactive automatiquement, il faut renouveler. Voilà, toutes les licences, qu'elles soient informatiques, pour les formules de fabrication, etc., sont des charges déductibles à condition que ça soit encore en cours de validité. Il ne faut pas que la licence soit périmée. Ou bien on vous retire le droit de la marque, par exemple. Je prends l'exemple, par exemple, d'une licence de fabrication de Coca, par exemple. Sobraga ne détient pas l'exclusivité de la formule de Coca. C'est Coca-Cola qui a les connaissances de formule. Coca-Cola ne fait que vendre la licence de fabrication de ce produit-là aux entreprises partout dans le monde. Et on vous vend pour une période donnée. Et ils ont leur service de qualité qui passe tout le temps pour voir si vous respectez les normes de goût, d'emballage, etc. Si vous ne le faites pas, on vous retire. Et la licence, pour que vous produisiez Coca, vous devez payer le prix. C'est un contrat. C'est un contrat que Sobraga peut signer avec Coca-Cola pour 10 ans. Après 10 ans, il faut renouveler le contrat. Dans le cas contraire, vous n'avez pas droit. Donc, lorsque vous supposons que Sobraga souscrit pour le contrat de Coca pour 10 ans et que ça lui coûte 10 millions, chaque année, la charge pour Sobraga, c'est 1 million pendant 10 ans. N'est-ce pas? Le brevet ou bien la licence de Coca, Sobraga avait souscrit pour 10 ans à 10 millions. Parce que chaque année, Sobraga doit déduire 1 million de charges. Donc ici, ce n'est pas exclu que vous déduisez, vous pouvez déduire, mais c'est la totalité que vous ne pouvez pas déduire à la première année. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, il faut l'amortir. Vous avez un contrat de 10 ans qui vous coûte 10 millions. Donc chaque année, vous avez une charge de 1 million, 1 million, 1 million, ce que ça veut dire. Voilà, si ça arrive que vous avez déduit les 10 millions dès la première année, on vous rappelle 9 millions parce qu'en une année, vous n'avez pas le droit à déduire 10 millions, mais plutôt 1 million pendant 10 ans. Et après, vous renouvelez le contrat. Si vous ne renouvelez pas, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de licence. Vous n'avez rien à déduire. Il y en a des mêmes pour l'utilisation de marques. Supposons que vous voulez utiliser la marque de Nike ou d'Adidas. Il faut payer. Il ne faut pas donner gratuit. C'est bon pour les brevets. La seule condition est que le brevet doit être en cours de validité. C'est important. Vous achetez Kaspersky pour 10 000. La charge, c'est 10 000 pour une année. Vous n'allez pas dire que l'année prochaine, si vous ne renouvelez pas Kaspersky, vous n'allez pas déduire les charges. Parce que chaque fois, il faut renouveler pour que vous déduisez. Ici, l'important, c'est la validité du contrat, de la licence, du brevet ou bien de la marque que vous utilisez. Mais pour d'autres entreprises, la particularité du Coca, c'est quoi? On vous vend la licence à part, on vous vend aussi le droit à l'image à part. Le droit à l'image, ça veut dire que la bague magique de Coca, avec tout ce qui va avec comme coque qu'ils ont écrit là. Tout ça là, vous l'achetez pour qu'on mette sur l'emballage. Si vous n'achetez pas, on ne vous donne pas. Vous achetez la licence de fabrication et le droit à l'image aussi. Les dessins là, c'est payant. Des questions? Est-ce que tout le monde suit? Oui, monsieur. D'accord, on va passer à 10 aux cotisations sociales versées à l'étranger. On revient toujours dans le cas des employés expatriés. Vous êtes Gabonais, vous travaillez par exemple au Nigeria. Vous n'allez pas passer votre retraite au Nigeria. Le travail qui vous emmène là-bas, lorsque vous serez à la retraite, vous rentrez chez vous au Gabon. Donc, ça ne sert à rien qu'on verse vos cotisations sociales au Nigeria parce que vous n'allez pas rester là-bas pour recevoir ça lorsque vous serez retraité. Donc, pour tous les employés étrangers, la loi donne la possibilité qu'on verse directement dans leur pays leurs cotisations sociales. Lorsqu'ils seront à la retraite, voilà, ils vont percevoir ça directement dans leur pays d'origine. Mais ici, c'est que la cotisation sociale qu'on verse dans ces pays-là, pour le cas des expatriés, ça ne doit pas dépasser 15% du montant des salaires.
On va faire une illustration parce que c'est une charge plafonnée. Je vais changer le partage de l'écran. On revient sur le TD. Voilà. Prenons Alec qui travaille par exemple au Sénégal. On lui verse chaque année à la CNSS du Gabon pour les cotisations retraite, chaque année 12 millions pour cotisations sociales. Mais son salaire annuel, c'est que pour une année donnée, il gagne à peu près 21 millions chaque année. On va mettre il gagne chaque année 30 millions. Voilà, ici, la charge, c'est la CNSS qu'on verse. Mais l'entreprise, en fin d'exercice, est-ce qu'elle va déduire les 12 millions qu'on a versés au Gabon? Avant de déduire, il faut faire le calcul du plafond. La CNSS est une charge plafonnée. La loi exige que le montant versé dans le pays d'origine qui est le Gabon ne doit pas dépasser 15% du montant du salaire. Ça ne doit pas dépasser 15% du salaire. 15% de 30 millions, c'est combien? 1 500 000. 3 fois 15, non, 4 500 000. 3 fois 15, c'est 45, non? Activez les micros. Monsieur? 3 fois 15. 15% de 30 millions, c'est 4 500 000. Oui. N'est-ce pas? Oui. On fait le calcul. Voilà, regardez maintenant, le plafond autorisé est 4 500 000, alors que l'entreprise a versé au Gabon 12 millions. Voilà, l'entreprise a versé 12 millions alors que la loi ne l'autorise pas à verser plus de 4 500 000. Comme elle a dépassé, il y aura excédent imposable. Bien sûr. On va faire On va faire la même chose. Excédent imposable est égal. Les 12 millions, voilà, la moins les 4 millions 500. Moins le plafond autorisé par la loi. Moins les 4 millions 500. Voilà. Ça donne combien? 7 500 000. C'est ça, non? Oui. Oui, monsieur. 7 500 000, on va rappeler l'impôt dessus. IS, impôt sur les sociétés. Le taux, c'est 30%. Supposons pour le Sénégal, c'est la même chose. 30% de 7 500 000. Faites le calcul. Les pénalités, 50% pour non-respect des charges déductibles. 2 250 000. Ok, 30%, c'est 2 250 pour l'IS. Oui. Et les pénalités, c'est la moitié, 50%. 1 125 000. 125. Voilà. Donc, monsieur, il doit payer déjà l'impôt sur les sociétés de 2 250 000 et pénalité encore en plus. Oui. Vous faites la somme, ça fait 3 375 000. C'est ce que l'entreprise doit payer, ce que j'ai mis en bleu. Ah, ça? Pour non-respect des charges, une déduction des charges. Ça fait Monsieur, beaucoup. On calcule les pénalités sur quoi? Sur le montant de l'impôt. Toutes les pénalités sont calculées sur le montant de l'impôt dû. Il faut d'abord calculer l'impôt avant de calculer les pénalités. Si vous voyez bien pénalité, je vais quand même faire le calcul. Ça vient toujours, c'est 50%. C'est 50% de l'impôt. C'est le minimum. 7 500 000 divisé par 2. Divisé par 2. Divisé par 2, c'est 50%. Je vais mettre entre parenthèses ici, pénalité 50%. D'accord? Ça, c'est une convention. Oui, ça, c'est le minimum. Lorsque vous vous trompez, vous essayez de tricher sur les charges. Mais attention, on verra dans le cours. Lorsque vous devenez récidiviste, ça veut dire que vous le faites tout le temps. Les pénalités peuvent quitter de 50% à 150%. Une majoration.
Oui, parce que D'accord. dans un premier temps, on peut passer à 100% pour mauvaise foi, parce que vous le faites sciemment en connaissance de la loi. Et lorsque vous devenez récidiviste, vos pénalités quittent 50% pour être plafonnées à 150%. Ça veut dire qu'ici, les pénalités sont supérieures à l'impôt. Vous Mhm. devenez récidiviste. Ah, ça. Déjà qu'on paie l'impôt, on va encore payer des pénalités supérieures à l'impôt. On est perdant au final. Mais c'est pour cela que avant de pouvoir déterminer le bénéfice de l'exercice, n'allez pas utiliser les normes comptables et les normes fiscales. Ce sont les règles fiscales qui permettent de calculer ou bien déterminer le bénéfice de l'exercice. Si vous ne le Mhm. faites pas, ben, les fiscalistes sont là pour faire à votre place. Et lorsque les fiscalistes le font, attendez-vous toujours à des pénalités sur chaque charge. Si vous êtes trompé sur 10 charges, il y aura 10 pénalités par charge. Oh! Mademoiselle Bio, vous avez fait que la capture de l'écran. Normalement, tu es censé payer combien normalement au total? Oh, tu paies l'impôt Je et vais tu paies écrire, les pénalités. je vais écrire droit à payer. Plaisir. Droit à payer égale 2 250 plus Plus les pénalités. Parce que l'impôt, c'est sûr que tu dois le payer. Mais il y a aussi des pénalités parce que tu as voulu, on va dire, frauder. Donc, voilà, tu paies ça, tu paies la somme. ça donne en tout 3 375, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais Parce que le droit à payer, lorsque vous vous trompez, par exemple, du traitement des cotisations sociales. Monsieur, s'il n'y avait pas de pénalité, il devait seulement payer l'impôt, c'est ça? Mais lorsque mais le vous, problème, c'est qu'il y a pénalité. voilà, Donc, lorsque vous vous trompez du traitement de charges, il y a toujours des pénalités. voilà. Une mesure de sanction pour le non-respect des règles fiscales. Toujours. Mais la plus petite pénalité, c'est 50%. Ça, c'est la plus petite. Toujours, il y a des pénalités lorsque vous vous trompez d'un traitement de charge. C'est bon, Marie? Monsieur, moi, ma question est de savoir s'il n'y a pas de pénalité, par exemple, le droit à payer sera de combien? Marie, Marie, je te ramène dans le contexte. Lorsque la charge est supérieure au plafond, comme on l'a fait ici, forcément, il y aura des pénalités. Mais si ça arrive que, je prends par exemple l'exemple, je change les 12 millions par 4 millions. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Vous avez versé 4 millions alors que le plafond c'est 4 millions 500. Ici, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas dépassé. Ici, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien. La charge a été bien traitée. Il n'y a pas de pénalité, il n'y a rien. Mais lorsque vous dépassez le plafond, c'est là que ça devient un problème. Allez, lorsque vous vous êtes trompé d'une charge, toujours pénalité. On ne paie pas seulement l'impôt, pas du tout. L'impôt est toujours accompagné de la pénalité, pardon. C'est bon, Marie. On ne paye pas ça. On paye ça plus ça. C'est bon? Marie, c'est bon. Ça dépend, mais bon, j'ai dit que le droit à payer, c'est l'IS, le montant de l'IS plus la pénalité. Voilà. Dans le cas du retraitement des charges, lorsqu'on se rend compte qu'il y a une erreur dans la détermination des charges des dossiers, vous calculez l'impôt et vous calculez les pénalités. Les deux sont obligatoires. Vous n'allez pas vous arrêter seulement qu'à l'IS. Non, vous passez aussi aux pénalités. Ok, on va avancer. C'est les 12 millions ici, ce sont les charges. Oui, c'est la CNSS qu'on a versée au Gabon pour toi. C'est la charge. 12 millions, c'est la charge.
D'accord. Et le salaire perçu pour toute l'année, c'est ça. Sur les 30 millions que j'ai sélectionnés. Je peux changer l'écran. Oui, monsieur. Mademoiselle Bio, vous avez fait la capture. Oui, monsieur. Ok, on va s'arrêter à 13 heures. Continuer avec le tableau de bord. Maintenant, on va passer aux charges financières. Ici, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. Je vais expliquer le principe. Les charges financières sont les intérêts. Mais ici, on parle du compte courant associé. Ce sont des intérêts, mais qui sont versés aux associés du fait que ces derniers ont mis à disposition de l'entreprise de l'argent. Parce que dans le fonctionnement des entreprises, ça peut arriver que lorsque la banque vous refuse l'argent, vous pouvez demander aux associés, ceux qui ont l'argent, quand ils ont de l'argent en banque, peuvent prêter cet argent à l'entreprise en remplaçant la banque. Mais lorsqu'un associé prête de l'argent à l'entreprise, il va être rémunéré par des intérêts. L'intérêt obligatoire, c'est que ici, c'est comme la banque qui vous le fait. Vous faites ce prêt-là. Dans ce cas, lorsque vous remboursez une partie de l'argent, vous remboursez aussi les intérêts. C'est obligatoire. Mais par contre, certaines entreprises abusent pour faire plaisir aux associés de toujours leur donner de l'argent au cas où celles en ont besoin. Les entreprises ont tendance à fixer des taux très élevés, des taux d'intérêt très élevés. Et vous savez que les intérêts sont des charges financières. Lorsque vous augmentez les taux, l'intérêt a tendance à augmenter. Et lorsque l'intérêt est énorme, ça diminue la base d'impôt qui est le résultat et l'impôt devient petit. Donc, c'est pour cela que la loi interdit. Monsieur, on ne désire rien. Pardon? Dimitri. Il y a un micro qui se balade là, qui fait le bruit. Dimitri, son micro en Oui, je crois que ta machine fait du bruit. Coupe un peu ton micro, Dimitri. Parce que je vois ça fait le mouvement. Voilà. Très bien. Ok, on va avancer. Donc, lorsque les associés apportent de l'argent à l'entreprise à la place de la banque, les associés doivent être rémunérés par des intérêts. C'est comme si vous avez demandé l'argent à la banque, vous n'allez pas seulement rembourser sans intérêt. Mais ici, le cas, en fiscalité, on distingue les associés. Est-ce que l'associé qui a apporté l'argent à l'entreprise travaille dans l'entreprise ou bien il ne travaille pas dans l'entreprise? Il y a deux types d'associés. Il y a les associés dirigeants, ça veut dire que c'est un associé mais qui occupe une fonction dans l'entreprise. Il y a des associés qui sont non dirigeants, qui n'ont même pas besoin de travailler, prennent seulement des participations et c'est tout. Voilà. Maintenant, ça dépend de qui a apporté l'argent à l'entreprise. On va, par exemple, pour corroborer un peu, suivant cette application, je ne sais pas si les données sont justes, on dit le capital de la société anonyme LG est de 50 millions, dont 30 millions entièrement libérés. Compte courant associé de M. Benga, directeur financier de la société, contient 13 millions, contre 4 millions pour les autres associés n'ayant aucune responsabilité dans la société. L'intérêt alloué à ces comptes est de 20%. Ça veut dire que pour cet apport, l'entreprise a rémunéré cet apport au taux de 20% pour les intérêts. Alors, pendant la période, le taux de la BAC, parce que c'est la BAC qui fixe le taux d'intérêt, le taux de la BAC à la même période est de 11,5%. Vous voyez déjà, ici, il y a disparité entre le taux pratiqué par l'entreprise et le taux officiel que la BAC devait fixer. Pas la même chose. C'est pour cela que dans la solution, il faut d'abord calculer l'intérêt versé par l'entreprise. Voilà. L'entreprise a reçu en totalité 17 millions de la part des associés. Et ces 17 millions, c'est rémunéré au taux de 20%. Ça donne un intérêt de 3 400 000. Les 3 400 000 sont des charges financières que l'entreprise doit déduire. Mais attention, que dit la fiscalité pour le compte courant associé?
au niveau des intérêts fiscaux non déductibles, ce que je sélectionne, on doit distinguer les associés. On va commencer par les associés non dirigeants. Rappelez-vous déjà dans l'énoncé, les associés non dirigeants, ceux qui n'ont aucune fonction à apporter 4 millions, n'est-ce pas? Voilà. Sur le plan fiscal, les intérêts calculés sur l'apport des associés non dirigeants est fait au taux de la BAC plus 2%. Vous voyez bien, la rémunération des associés qui n'ont aucune fonction, quel que soit leur apport, ça doit être fait selon le taux d'avance de la BAC majoré de 2 points. Deux. Vous avez vu ce que j'ai sélectionné? 2%, oui. Voilà. Taux BAC, 11,5%. Si on ajoute 2%, ça donne 13,5, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi pour les 13,5? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Donc, les associés qui n'ont aucune responsabilité dans la société ont apporté 4 millions. La loi exige que vous rémunérez cet apport au taux BAC 11,5% auquel vous ajoutez 2%. Vous donne 13,5%. D'après calcul, les intérêts qu'on doit leur verser la première année, c'est 540 000. Là, on a fini avec ceux qui n'ont pas la responsabilité de l'entreprise. Maintenant, on va passer à ceux qui ont une fonction dans l'entreprise. Donc, monsieur, il y a d'abord l'intérêt conventionnel donc, de la BEAC. Et en plus, il y a l'intérêt que fixe l'entreprise. Voilà. Mais souvent, les entreprises exagèrent dans la rémunération pour gagner en confiance, la confiance des apporteurs. Oui, d'accord. Ils ont tendance à augmenter le taux pour, au cas où si demain ils en ont besoin, ils vont toujours apporter. D'accord. C'est pour cela que la loi fiscale sanctionne. Donc, pour les associés dirigeants, si on va dans l'énoncé, ils ont apporté 13 millions. Oui. M. Benga, il est directeur financier. Ça veut dire qu'il est associé, mais il est DAF. Il a apporté 13 millions. Voilà. Maintenant, sur le plan fiscal, un associé dirigeant ne peut pas apporter plus de la moitié du capital libéré. C'est que quand vous êtes associé dirigeant, le montant que vous apportez ne doit pas dépasser la moitié du capital libéré. Ici, on a dit que le capital libéré était de 30 millions. Si on prend la moitié, ça donne 15 millions. 15 millions supérieurs à 13, ils n'ont pas dépassé, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont apporté 13. Il n'y a pas de problème. Dans ce cas, on calcule l'intérêt sur les 13 millions, mais au taux BAC plus 2%. D'accord. Voilà. Vous voyez que ça donne 1 750 000. Maintenant, on fait la somme des intérêts. On prend les intérêts des associés non dirigeants plus les intérêts des associés dirigeants. Si vous voyez bien ici, qui donne l'ensemble des intérêts déductibles. Là, ça donne 2 295 000. C'est ce que la loi autorise comme déduction. Alors que l'entreprise a versé combien? 3 400 000. Et la rémunération de 20%, ça donne un intérêt de 3 400 000. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre ce montant que l'entreprise a versé avec ce que on a fait le calcul avec le taux de la BAC. Ce n'est pas la même chose. Donc, l'entreprise a exagéré. L'entreprise a rémunéré au taux de 20% qui donne 3 400 000, alors que normalement, si on utilise le taux de la BAC, le montant des intérêts à verser est de 2 295 000. Donc, l'entreprise a exagéré de 1 105 000. Et ce montant-là, on doit rappeler l'impôt dessus. L'impôt dessus et ensuite les pénalités. Avec les pénalités. Mais n'oubliez pas, il s'agit des intérêts. Il y a un impôt spécial pour les intérêts qu'on appelle l'IRVM. Ici, il y aura 2 impôts. Parce que ce n'est pas une charge ordinaire, ce sont des intérêts qu'on parle. Donc, dans un premier temps, on récupère l'IS sur les 1 million avec une pénalité de 50%. Et de 2, on récupère l'IRVM parce qu'il s'agit des intérêts. L'impôt des intérêts, c'est l'impôt sur le revenu de valeur mobilière. Il y a un billet. Il y aura 2 impôts et les pénalités pour l'IRVM minimum, c'est 100%. Oh! Monsieur. Oui. Je n'ai pas bien saisi la partie là où il y a la moitié du capital libéré. D'accord.
La moitié du capital libéré s'applique uniquement aux associés dirigeants. D'accord? Si vous voyez dans le cours, on dit qu'en outre, les intérêts des sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction d'une salle ou bien d'une SA ne sont déductibles que dans la mesure où les dites sommes n'excèdent pas pour l'ensemble des associés la moitié du capital libéré. Ça veut dire tout simplement que l'apport fait par les associés dirigeants ne doit pas dépasser la moitié du capital libéré. Le rapport, ils ont apporté 13 millions. On va vérifier. Le capital est libéré, le capital libéré de 30 millions, non? Dans l'énoncé. Oui. Si vous prenez la moitié, ça donne combien? 15 millions. 15 millions. Alors, eux, ils ont apporté 13, ils n'ont pas dépassé. D'accord. Ah, ok. Mais supposons qu'ils ont apporté 17 et que la moitié du capital libéré de 15. Là, ils l'ont dépassé. Oui. Lorsque l'apport est supérieur à la moitié du capital libéré, on calcule les intérêts sur la moitié du capital libéré. D'accord. Lorsque l'apport est supérieur à la moitié du capital libéré, on calcule les intérêts sur la moitié du capital libéré. Je vais revenir ici. Supposons que leur rapport c'est 17 millions, alors que la moitié du capital libéré c'est 15 millions. Donc, dans ce cas, l'intérêt va être calculé sur 15 millions parce qu'ils ont dépassé la moitié du capital libéré. On les ramène au niveau du capital libéré. D'accord. Un peu comme avec les plafonds à la SNSS Voilà. et la CNAMGS. Exactement. Pour dépasser le plafond, on fait le calcul sur le plafond. D'accord. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est marié, parti. On va s'arrêter là pour, en tout cas, en charge calculée, il n'y a pas grand-chose, il reste que les amortissements, il n'y a pas grand-chose. Et après, sur le chapitre 3 qui montre le taux de l'IS et autres. Est-ce que vous avez vérifié le TD? Vous avez quand même jeté un coup d'œil sur le TD que j'avais corrigé. Oui, Oui, monsieur. Voilà. Vous avez quelle difficulté particulière de compréhension? Quelle est la partie que vous ne comprenez pas dans la correction que je vous ai donnée? Ah, monsieur, là, on vient de voir le cours là, hein, on vient de faire le TD, on va maintenant aller bien regarder. D'accord. Parce que normalement, vous devez soumettre le devoir. Mais comme on n'a pas fait un récapitulatif, j'ai retardé un peu. Vous allez soumettre vos devoirs la semaine prochaine. D'accord. Je vais changer la date. Ça vous permet de soumettre ça. Monsieur, j'ai écrit lorsque l'apport est supérieur, lorsque l'apport de l'associé dirigeant est supérieur à la moitié du capital libéré, on calcule les intérêts avec la moitié du capital libéré. Voilà, je vais faire quand même, on revient par exemple là, on fait une petite démonstration. Prenons associé dirigeant, il apporte 2 millions. Hein? Oui. Capital libéré, je mets KL, capital libéré d'1 million. D'accord? Quelle est la moitié du capital libéré? On va chercher 1/2 de KL. De KL. 1/2 de KL est égal à 1 million divisé par 2. Ah oui. On divise par 2, ça nous donne 500 000. 500 colos. C'est quoi 500 colos? Ça donne 500 000. Voilà, c'est un associé dirigeant qui apporte 2 millions, alors que la moitié du capital libéré de 500 000. L'intérêt va être calculé sur quoi? Sur les 500 000. Voilà. Lorsque l'apport est supérieur à la moitié du capital libéré, les intérêts vont être calculés sur la moitié du capital libéré. Les associés ne doivent pas apporter plus de ce montant-là. Pas du tout. Ils ne peuvent qu'apporter 500 000 ou moins de 500 000. Lorsqu'ils apportent plus, on va calculer l'intérêt sur 500 000. D'accord.
Et 500 les 000. associés non dirigeants peuvent apporter autant qu'ils voudront. Voilà, pour les associés non dirigés, il n'y a pas de limitation dans l'apport. Mais Bien sauf sûr. que les intérêts doivent être calculés au taux BAC plus 2%. Plus 2%. D'accord. Monsieur, Oui. par rapport au TD qu'on devait rendre, est-ce que c'est possible qu'on le corrige ensemble avec vous? J'ai déjà corrigé. Vous avez fait la correction comme ça, sur Zoom. Le TD que j'avais posté, c'est à peu près le TD le plus complet qui prend tous les aspects des TD que je vous ai demandé de traiter vous-même. Oui, monsieur, je parle du TD que vous avez demandé de traiter. Je vous ai demandé de faire quel TD? Numéro combien? 3, numéro 3. Là, vous postez d'abord le TD numéro 3 et après on va corriger. On corrige en Très ligne bien. comme ça. Monsieur, Hein? vous parlez de Parce que j'avais une difficulté au niveau des pénalités. Non, les pénalités, lorsque l'entreprise ne traite pas les charges normalement, c'est 50% pour le montant de l'impôt que vous avez rapporté. Très bien. Monsieur, Oui. est-ce que vous pourrez revenir sur le calcul où il y avait l'IRVM, s'il vous plaît? Je vais faire la capture des francs. D'accord. Ça apparaît chez vous? Pas encore. Là, on est plutôt dans les TD. C'est le document c'est- du TD là qui s'affiche chez vous là-bas. Oui. Là, merci. C'est ça, non? Oui. Donc, vous vous embêtez encore un peu. Pourquoi on a fait appel à l'IRVM déjà? C'est l'impôt par excellence des intérêts. D'accord. Mais pourquoi Ok, on a imposé donc à comment... l'IS? On a imposé à l'IS pour mauvais traitement de charges. On rappelle l'IS parce que la charge n'a pas été bien traitée. Et Ah, d'accord. on rappelle l'IR20 parce que l'impôt sur les intérêts, c'est l'IR20. Ok. C'est bon? Oui, Mais c'est ça, bon, c'est merci. sur quel TD? Marie. Je t'écoute. Mais ça, c'est sur le TD sur le calcul de l'IS. Vous savez que mathématiquement, au lieu de calculer chaque fois pour une charge non traitée, vous calculez l'IS et les pénalités, laissez. Vous retraitez tout. Après, vous cherchez les charges non déductibles, mal traitées, vous faites la somme. Oui. N'est-ce pas? Et après, vous faites par exemple le résultat fiscal qui consiste à prendre le résultat comptable moins machin. On verra ça. Hein? Parce que absolument, indirectement, vous pouvez rappeler sur chaque charge l'impôt directement. Parce qu'en fait, c'est pas aussi faux. Le résultat imposable, c'est le résultat fiscal. Normalement, ça veut dire que parce que vous avez déjà déterminé le résultat et qu'il y a erreur, il faut revenir sur le résultat comptable, plus toutes les réintégrations et moins les déductions. Là, ce sont des tournures mathématiques. C'est bien au même que si vous calculez sur chaque charge mal traitée, l'IS et les pénalités, l'IS et les pénalités, ça revient au même. Oui, Marie. Monsieur, le résultat imposable, c'est le résultat fiscal. Oui. Oui. Le résultat fiscal, la formule, c'est le résultat comptable dont l'énoncé, on vous donne toujours le résultat comptable, pardon. Plus les réintégrations. Les réintégrations sont les charges qui sont mal traitées, la somme. Et moins les déductions qui sont les charges qui sont respectées. Généralement, dans les TD, les déductions comme la patente et autres, c'est un peu rare de les trouver. On vous donne un peu... Mais c'est maintenant à quoi sert le calcul du solde?
Non, le sol, c'est important parce que vous avez déjà, l'IS n'est pas payé sur le résultat fiscal en totalité. Déjà, vous avez payé une partie de l'IS, le premier et le deuxième acompte. C'est pour cela que vous calculez le solde. Au mois de novembre, vous payez le premier acompte. Au mois de janvier, vous payez le deuxième acompte. Lorsque vous arrêtez les comptes au mois d'avril, vous calculez l'IS. C'est 1 million. Vous avez déjà payé une partie de 1 million. Vous n'avez pas reversé 1 million à l'État. On verra ça dans le chapitre qui suit, le chapitre 3. Il faut qu'on aille au chapitre 3 pour que vous compreniez le principe. Ici, là. Hein? D'accord? D'accord. Oui, monsieur. On va faire une séance la semaine prochaine et vous déposez le TD à la fin de la semaine. Ok. Bon, on va s'arrêter là. On prend quelques minutes. On revient à 13h30 pour les travaux de projet. Je ne saisis rien. Pardon? Je ne saisis pas ce que vous dites. Marie, Oui. on prend une petite pause pour 30 minutes et on revient sur le tableau de projet tout à l'heure à 13h30. Ah, d'accord. D'accord. Et là, je dois envoyer encore les nouvelles coordonnées de la réunion. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord, monsieur. Donc, le partage d'écran là permet de